Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour un nouvel épisode du pot pourri du lundi en modèle 3. A tout de suite. Je voulais commencer cette vidéo par un retour sur la rencontre Tesla que nous avions tenue au niveau du superchargeur de Thiais-Belle-Épine. Et ce que je me demandais, c'est êtes-vous partant pour une nouvelle rencontre? Si oui, quel type de rencontre? Est-ce qu'on ferait ça sur le même modèle autour d'un superchargeur? Ou est-ce qu'il y aurait du monde qui serait partant pour qu'on fasse ça autour par exemple d'un circuit? Pas forcément pour faire de la conduite sportive, mais pour pouvoir faire de la conduite découverte et pour pouvoir aussi aligner plein de Tesla différentes, voire d'autres véhicules électriques. Donc dis-moi un peu ce que vous pensez de ça, si ça vous motive et laquelle des options vous semble la plus judicieuse. Ensuite, je voulais parler de la Standard Plus de Sue qu'il nous a présenté lors de la rencontre Tesla. Ça fait longtemps que je vous dis que je pense que c'est une bonne option, cette Standard Range Plus. Et en la voyant, je suis encore plus convaincu. Je pense que c'est une super alternative. La dénomination Standard Range Plus est un peu bizarre et je pense qu'elle n'est pas flatteuse et ça peut laisser penser que c'est une Tesla au rabais ou une Model 3 au rabais. Et pour être rentré dans celle dessous, je peux vous dire sans aucun problème que ce n'est pas une Tesla au rabais, ce n'est pas une Model 3 au rabais. On est tout aussi confortable dedans. La qualité audio est peut-être un chouïa en dessous de celle-ci, niveau spatialisation, niveau de la manière dont se pose la musique. Mais c'est pas non plus le jour et la nuit, en tout cas pour moi. Il faudrait voir si un audiophile arrive à faire davantage de différence. Les fonctionnalités au niveau de l'affichage du trafic, pour moi, le fait que ça apparaisse pas dans la Standard Range Plus, c'est pas un souci. D'autant plus que là, vous voyez, il y a plein de routes qui sont identifiées comme étant orange ou rouge, donc qui laissent penser qu'il y a des embouteillages. Et en fait, d'expérience, je sais qu'à ces endroits-là, il y en a pas. Donc ça peut en plus cette fonction induire en erreur. Donc non, je pense que c'est vraiment une bonne option. Y a une chose qui peut faire peur à certains, le fait que la Standard Range Plus recharge moins vite que la modèle grande autonomie. Mais je pense que c'est un faux problème parce que celle-là a une plus petite batterie et qu'elle consomme moins et qu'au final, les temps de recharge sont très contenus et que la puissance de charge est quand même très élevée par rapport à ce qui se fait ailleurs chez la concurrence. Et deuxième effet qui se coule, je l'ai déjà dit, mais je le redis, je suis sûr, allez, 90-95% que Tesla aujourd'hui n'exploite pas 100% des capacités de recharge rapide de ce modèle-là et qu'avec le temps, on aura des optimisations qui apparaîtront. Donc selon moi, la vraie question, si vous hésitez entre ce modèle-là et le modèle grande autonomie, c'est quels sont les parcours que vous faites au quotidien, quels sont les voyages que vous faites typiquement chaque semaine. Si jamais vous partez à la campagne chaque semaine et que vous savez que vous avez 400 ou plus, je dirais autour de 400 km de route, ok, peut-être que la grande autonomie peut vous éviter de faire une charge et dans ce cas, vous gagnerez du temps. Mais sinon, je pense que la Standard Plus peut être vraiment un choix pertinent. Alors ce sera un peu moins performant, mais encore une fois, quand on propose à des personnes qui ne roulent pas aujourd'hui en Tesla de tester les deux, ils vous diront que dans les deux cas, on se prend un coup de pied au cul quand on appuie sur l'accélérateur. Donc voilà, ça reste un grand oui pour moi. Et si vous avez le même avis, si vous pensez autre chose, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et je suis impatient de voir les chiffres. Alors, je ne sais pas si Tesla les délivrera, mais peut-être à l'issue de réunions avec les actionnaires, ils finiront par dire le pourcentage actualisé entre Standard Range Plus et Premium Grande Autonomie. L'autre vidéo sur laquelle je voulais revenir, c'était la vidéo du lavage. Je vous ai partagé 2-3 infos sur la manière dont je procédais au lavage de ma Model 3. Et dans les commentaires, j'ai reçu des suggestions, des conseils. Donc merci à tous pour ça. Et un des conseils venait de l'une des personnes qui a été impliquée sur le traitement céramique de ma Model 3. Donc c'était Patrice Lelanne. Et il m'a dit, oui, tiens, tu devrais utiliser le C2V3
à la fin de ton lavage. Donc j'ai récupéré du C2V3. Robert Gomez m'en a donné un échantillon. Et effectivement, c'est assez bluffant. Le produit, quand on le passe, on a l'impression que ça assèche complètement le véhicule et l'effet déperlant est très important. J'ai vu une nette différence voilà typiquement le résultat, ce que ça donne. Alors là, je venais pas de faire le lavage, j'ai fait le lavage la veille. Mais là, typiquement, après 200-300 km de route, voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment génial. Le seul bémol que je vois à ce produit, c'est qu'on sent que c'est un produit chimique. Porter un masque, des gants et tout ce qu'il faut pour se protéger par rapport aux produits chimiques. Enfin, je voulais revenir sur la vidéo sur le road trip d'Olivier. Une chose que j'ai oublié de dire dans la vidéo, mais que j'ai précisé dans le commentaire, c'est que au-delà du fait que ça s'est super bien passé au niveau de son road trip, que les sessions de recharge se sont bien passées, que niveau autonomie, il a réussi à faire chaque segment sans problème. Une chose très importante à souligner, c'est le fait que le site A Better Route Planner qu'il a utilisé pour vérifier chacun de ses tronçons a vu juste, je pense quasiment à chaque fois. Donc voilà, vous pouvez faire confiance à ce site-là. À partir du moment où vous mettez les bonnes hypothèses en termes de pourcentage de charge, en termes de masse emportée avec vous, de météo, à partir du moment où vous mettez toutes les bonnes infos, a priori, ce qui vous donnera comme estimation, vous pouvez vous fier dessus, c'est vraiment du bon. Pour passer à l'actualité, je voulais commencer par revenir sur une vidéo de Tesla Car Fan, une vidéo qui commence à dater de pas mal de temps, mais j'ai pas eu le temps de faire des pots pourris. C'est une vidéo où il montrait la consommation de la climatisation quand on était en plein soleil et qu'on laissait la climatisation en route pendant longtemps. Le cas d'école, c'est rester bloqué dans les bouchons sur les routes des vacances pour aller dans le sud. Et est-ce que le fait d'avoir un véhicule électrique fait que on se retrouvera le bec dans l'eau si on a 3-4 heures de bouchon? Donc avec sa vidéo, on comprend qu'il n'y a pas de souci, que la consommation reste limitée, qu'on peut le prévoir, tout ça. Et ce qui sera intéressant, c'est, je pense, quand il refera le même test en hiver. À la base, j'avais vraiment pensé à ce test chauffage en hiver, mais je suis sûr qu'il le fera très bien, et je suis impatient de voir son résultat. On entend régulièrement parler des gens qui sont coincés sur les routes enneigées, notamment en région parisienne. Dès qu'il y a un peu de neige, ça devient le bazar. Ce sera intéressant de voir combien la Tesla peut tenir en temps quand on est dans ce genre de conditions délicates. Ensuite, je voulais parler de la Taycan. On a énormément parlé de la Taycan les dernières semaines. Donc encore une fois, j'ai pas fait de pot pourri, mais si j'en avais fait, je pense qu'il y a tellement de vidéos et d'infos que j'aurais pu partager avec vous. Il reste que on en parle beaucoup et il y a toujours une opposition qui se fait entre Tesla et Porsche. Je vous l'ai déjà dit, je pense que c'est pas la vraie opposition qui doit se faire. Je pense que l'opposition, c'est véhicule électrique contre véhicule thermique. Et l'idée, c'est qu'avec la Porsche Taycan, de plus en plus de gens vont comprendre qu'on peut même avoir un véhicule sportif électrique et que ça peut fonctionner. Il faut avoir en tête que la Porsche Taycan est quand même à un niveau de prix différent des modèles S, face à quel je la mettrais. Typiquement, une Porsche Taycan de base, c'est 150 000 euros. Une Model S, toute option performance et tout ce que vous voulez, c'est 120 000 euros aujourd'hui. Et comme vous pouvez l'imaginer, les options chez Porsche, c'est pas donné. Mais encore une fois, cet écart de prix, c'est pas un problème. Et en tant que fan Tesla, je ne jetterai pas la pierre à Porsche parce que je pense que ce qu'ils apportent, il y a des gens qui cherchent vraiment ça. La customisation, les finitions à l'intérieur, je pense sûrement une certaine sportivité, une tenue de route qui est spécifique à Porsche. Je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment en recherche de ça, et donc il y a le public, et pourquoi pas le proposer. Donc très bien, moi je vois ça comme une belle chose. En revanche, je pense qu'on en a fait un peu tout un plat, qu'on en parle trop et à travers. Je vous ai déjà parlé de l'épisode du record de distance parcourue en 24 heures. Je pense que c'était du pipeau, la manière dont c'était abordé. Et je pense qu'au lieu de faire tout un buzz sur ce véhicule-là, les gens devraient bien garder en tête ce que pourrait être l'ID3.
L'ID3 de Volkswagen, le même groupe, arrive dans pas longtemps. Donc on va dire d'ici à 2020, d'ici à un an, on aura des ID3 sur la route. Et je pense que après la Model 3, ça pourrait être le prochain gros buzz en véhicule électrique. Et je pense qu'il y aura moins de connotations que ce qu'on peut avoir avec les véhicules Tesla, et que du coup ça pourrait entraîner encore davantage de gens à passer vers l'électrique. Côté prix, ils ont déjà commencé à positionner les choses. On verra comment ça atterrira à la fin et puis quelques mois après le lancement pour voir s'il y a quelques ajustements. Mais ça semble très intéressant. Ça semble agressif par rapport aux Zoé. Et ce qui semble prometteur, ce sont les capacités de recharge rapide qu'ils proposent pour l'ID3. Typiquement, monter jusqu'à 100 kW et plus, ce serait possible en option avec l'ID3, chose qui n'est pas possible avec la Zoé. De ce que j'ai entendu, la Zoé va monter jusqu'à 50 kW. N'hésitez pas à me dire si je me trompe. Et cette capacité de recharge rapide de l'ID3, selon moi, c'est le facteur clé qui fait que quelqu'un qui avait une Clio, qui avait une voiture thermique, va pouvoir complètement passer au véhicule électrique sans se prendre la tête en se disant est-ce que j'aurai assez de capacité ou pas. Parce qu'il sait que grâce aux capacités de recharge rapide, il pourra recharger tellement vite que quelque part c'est pas grave d'avoir un véhicule électrique en thermique qui ferait aussi des arrêts, des postes techniques ou autres. Par contre, je reste quand même vigilant et j'attends de voir qu'est-ce qu'ils vont vraiment délivrer en termes de performance, parce qu'il y a deux critères clés. Celui dont je vous ai parlé à l'instant, à savoir les capacités de recharge rapide. Est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir délivrer ce qu'ils promettent et est-ce qu'ils vont pouvoir le délivrer sur des longues sessions de charge? Est-ce que la courbe de charge sera vraiment performante? Donc ça reste à voir. Et la deuxième chose qui reste à voir, c'est l'autonomie. Donc là aujourd'hui il y a déjà des chiffres WLTP qui sont partagés, mais on l'a déjà vu avec le Kia Niro, tant que le véhicule n'est pas sur le marché, faut émettre des réserves et attendre de juger sur pièce. Autre sujet très important selon moi, les résultats du crash test de l'IIHS aux États-Unis. Ces résultats étaient très attendus. Alors on en a déjà plusieurs, on a déjà les résultats australiens, européens, on a déjà pas mal de résultats, mais c'en est encore un de plus qui montre que la Model 3 est bien construite de ce point de vue-là, et que au niveau de tous les résultats crash test, elle est notée au mieux de ce qui pourrait être aujourd'hui. Donc c'est vraiment très bien. Si la sécurité est un critère important pour vous, il faut penser à la Model 3. Ça l'était pour moi, ça faisait partie des points forts et je suis content de voir que je ne me suis pas trompé. Ce qui est intéressant avec les résultats de l'IIHS, c'est qu'ils sont vraiment très détaillés, très motivés. Il y a des fiches de test, des fiches de mesures détaillées. On a accès à tous les éléments. Donc c'est super intéressant, c'est super enrichissant. J'ai déjà vu une question sur vos commentaires YouTube qui était qu'est-ce que ça donne niveau éclairage, et là typiquement il y a tout un paragraphe sur la partie éclairage avec des mesures. Donc allez-y, allez dessus. Ça parle anglais, mais je pense que c'est un anglais technique que beaucoup de personnes vont pouvoir comprendre sans trop de problèmes. Il y a des chiffres et les chiffres on les comprend assez facilement. Toujours autour de la Model 3, il y a des bonnes nouvelles qui viennent. On avait déjà eu une nouvelle de la Suisse où la Model 3 était apparue comme le modèle le plus vendu en Suisse. Et semaine dernière, on a aussi eu des nouvelles des Pays-Bas où la Model 3 s'est également retrouvée en tête des ventes. Donc pour un véhicule de ce prix-là, avec les changements qu'elle apporte, c'est un véhicule très clivant. Réussir à passer en tête, c'est assez exceptionnel. Donc c'est top, mais je vous l'ai dit juste avant, je pense que l'ID3 a le potentiel pour battre des records. Et un dernier point dont je voulais vous parler, c'est la mise à jour à venir, la V10. Elle commence à être déployée en bêta de plus en plus. Ça va être intéressant, mais on commence déjà à avoir de plus en plus d'infos sur ça. Et il y a deux points que je voulais partager avec vous. Le premier point concerne une nouvelle catégorie que Tesla va mettre en place dans le véhicule. Aujourd'hui, on a une catégorie qui s'appelle arcade et demain, ça s'appellera divertissement. Et à travers divertissement, on retrouvera des jeux comme on en a déjà aujourd'hui,
Mais en plus de ça, on retrouvera l'accès à des films, à YouTube, à Netflix. Et on sent que quelque part, Tesla essaie de remettre un petit peu la voiture au centre des trajets. Je pense que je ne vous ai jamais parlé des jeux. Jusqu'à présent, je ne comprenais pas vraiment pourquoi il y avait ces jeux. Enfin, je voyais ça plus comme un gadget, comme ce qu'on appelle un œuf de Pâques, un Easter egg de développeurs pour se faire plaisir. Et maintenant, je pense que je commence de plus en plus à comprendre où ils veulent en venir. Je pense que l'enjeu, c'est pas tant le temps qu'on va attendre que la recharge se finisse, que de manière générale, tout le temps qu'on peut être amené à passer dans la voiture, à faire des pauses, à attendre des gens pour des raisons X ou Y, pendant souvent plus longtemps que les sessions de charge. Et le fait que typiquement au niveau des jeux, il soit passé d'une conception où on utilisait le volant, on utilisait l'écran, à une conception où maintenant on peut carrément utiliser des manettes de jeu et jouer à plusieurs, je pense que c'est vraiment le signe qu'ils veulent qu'on passe des bons moments dans la voiture, même en situation d'attente. Donc toutes ces fonctions-là, elles sont disponibles uniquement quand on est en mode parking. Donc c'est pas des fonctions qui sont amenées à déconcentrer le conducteur. Il reste quand même qu'à l'arrêt, si on a des enfants, voire même si on est entre adultes, ça peut être super fun de passer des bons moments dans la voiture. Donc ça passe par le jeu, mais maintenant ça va aussi passer par les vidéos. Et avec les qualités audio de la Model 3, on devrait pouvoir avoir des bonnes séances de visionnage. Dans ce contexte-là, j'imagine très bien faire un très long road trip en Europe. Donc peut-être pas sur le mode d'Olivier, mais sur un mode où j'essaie d'aller assez vite, très loin. Et dans ce cadre-là, il faut forcément passer du temps à se reposer. Et si on veut éviter l'hôtel, on peut très bien se dire que on va se relayer au volant et à chaque fois on va faire des pauses en prenant le temps de jouer un peu, de regarder un bon film, tout en étant bien confort dans la voiture. Et l'autre grosse amélioration que je vois à travers les infos qu'on a reçues sur la mise à jour, ce sont les améliorations du mode Sentinel, du Sentry Mode. Ils ont affiné le fonctionnement pour que ça soit encore plus pertinent, pour qu'on ait accès à davantage de caméras, que ce soit plus simple à utiliser. Typiquement, une chose qui est aujourd'hui un peu embêtante, c'est qu'une fois qu'on a saturé le volume USB, l'enregistrement s'arrête. Avec le nouveau fonctionnement, ce qui va se passer, c'est que automatiquement, la Tesla va effacer les vidéos les plus anciennes et va les remplacer par les vidéos les plus récentes. Donc ne serait-ce que ça, c'est un grand pas en avant. Et il faut bien préciser qu'à la base, quand le véhicule est vendu, il n'est pas vendu en vous disant bah voilà, le véhicule il aura telle fonction dans 1 ou 2 ans. En dehors du mode autopilote où clairement ils ont annoncé le chemin, toutes ces autres fonctions n'ont pas été annoncées au tout début et ce sont des choses qui rajoutent petit à petit. Donc j'ai vu des commentaires sur Twitter de personnes qui disaient non mais pourquoi des gens acceptent de recevoir des correctifs de bugs, il ne faudrait pas qu'il y ait de bugs tout simplement et quelque part il n'y a pas besoin de mise à jour à distance, il suffit de faire un bon logiciel dès le début et je pense qu'ils sont juste totalement faux parce qu'il ne s'agit pas juste de résoudre des bugs, il s'agit à chaque fois de rajouter de nouvelles fonctions. Et faire ça gratuitement, je trouve que c'est super pour les utilisateurs. Donc voilà, ce sera tout pour cet épisode et je vous dis à la prochaine sur Nuage Magique.